Mais si tu devais choisir un seul Gérard Butler, lequel tu serais? Je serais le GG de Criminal Squad, celui qui devait arriver le matin sur le plateau en slip avec son accent écossais, une bouteille de Jim Beam et dire Balek. Moi, je pense que je prendrais 300. Pourquoi? Bah, c'est toujours aussi nul, mais au moins, tu regardes les pectoraux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de Greenland, le seul film avec du boom boom de cet été qu'on attendait donc avec pas mal d'impatience. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si vous entendez ce message, cherchez Oh mon Dieu, un refuge John, fonce! immédiatement. Accroche-toi, Si vous Nathan. entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. Greenland met aux prises une famille américaine avec une catastrophe naturelle de proportions épiques, à savoir l'arrivée sur Terre d'un énorme astéroïde de 14 km de diamètre qui s'apprête donc à tout détruire sur son passage, obligeant nos héros à trouver un refuge. 14 km, j'avais oublié Ouais. ça. Je sais pas pourquoi ça m'est resté. Donc ce film, on l'a découvert tous les deux avec Geoffrey, on était curieux de voir s'il allait pouvoir un petit peu sauver l'été du divertissement grand public et des blockbusters. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi Geoffrey? Comme toi, j'ai été agréablement surpris parce que on pouvait s'attendre à ce que ce soit un peu le Gerard Butler movie classique. Enfin, la dernière fois qu'il avait fait un film catastrophe, c'était une vraie catastrophe, ça s'appelait Geostorm. Il y a quelques années, c'était vraiment le giga blockbuster qui a coûté plus de 100 millions, qui était dégueulasse et complètement débile. Là, c'est beaucoup plus modeste. Alors, ça peut être éventuellement une déception, on en reparlera un peu plus tard, mais dans un premier temps, la qualité, c'est que c'est tendu, c'est bien raconté, c'est très simple, mais c'est pas une faiblesse. Ils en tirent plutôt un bon parti d'en faire un ride tendu, nerveux, on suit les personnages, ils ont tout un tas d'épreuves, évidemment parfois très absurdes et tirées par les cheveux, mais l'idée c'est que le spectateur puisse suivre cette survie, cette histoire de fuite constante, un peu à la guerre des mondes, du début à la fin, et ça je trouve que ça donne un vrai moteur narratif tendu qui est hyper agréable. C'est très bien d'évoquer la guerre des mondes parce que, on va dire, contrairement au cinéma catastrophe d'un Roland Emmerich avec 2012 ou avec Independence Day, les personnages, comment dire, ce sont pas des institutionnels. Les personnages, c'est pas oui, alors moi je suis l'architecte du président, moi je suis le spécialiste, ou moi je suis tel scientifique ultra coté. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui comprennent ce qui se passe, c'est des gens qui subissent une situation, qui sont ballottés, littéralement. Et ça crée de la tension, ça crée aussi de l'inattendu. C'est-à-dire que, bien sûr, tu te doutes bien qu'ils vont pas mourir au bout de 20 minutes de film, sinon il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a des vrais moments où ils sont séparés, où il leur arrive des emmerdes, et où tu dis oui, c'est pas un mec qui peut appeler le Pentagone et dire bon, envoyez-moi le NORAD, je veux 3B52. Non, voilà, c'est des gens qui sont vraiment aux prises très directement avec les événements, et les quelques fois où ils sont séparés, moi je sais qu'il y a 2-3 moments où j'étais là genre ouh, c'est compliqué là, ce qui vous arrive. Non, c'est vrai, c'est vachement amusant de se dire qu'ils ont totalement éclipsé le gouvernement. Il y a littéralement quelqu'un à un moment qui dit « Mais qu'est-ce que fout le gouvernement ?» Donc c'est vraiment un film où il ramène tout au niveau terrestre, des gens normaux, lambda, qui sont par la force hollywoodienne qu'elle a incarnée par un petit truc qui amène les héros dans le bordel, dans l'action. Et en gros, ça pousse vraiment le spectateur à se dire comment je réagirais. Tout ce qui leur arrive est potentiellement quelque chose de très crédible en cas de choses si peu crédibles. Mais il tire vraiment parti de cette simplicité narrative et du début à la fin c'est très bien tenu et il y a quelque chose de très amusant aussi, c'est qu'il y a un moment, il y a une pause qui se prépare, on la sent venir, il y a des personnages qui se retrouvent, on se dit ok, ça va être le moment très moralisateur, très chiant, ils vont parler et c'est la pire chose possible dans un film comme ça, c'est quand les gens commencent à parler, faire croire qu'il y a des vrais personnages. Et très vite quelqu'un dit au fait les gars il faut qu'on y aille parce qu'en fait on n'a pas le temps. Là on se dit c'est amusant, le film a confiance qu'en fait on s'en fout de ça et s'il n'a pas la surenchère et le budget pour les effets spéciaux, il sait que la tension c'est son principal moteur et que c'est sa qualité première. Comme il peut pas faire de la grande destruction pour nous épater, il faut que ce soit les conflits des personnages, les conflits moraux qui nous prennent. Et typiquement, à un moment, les personnages sont pas en famille, mais avec des amis en train de faire un barbecue, et là tout d'un coup, entre eux, arrive une nouvelle qui va les différencier, et je trouve que ça, c'est des très bonnes idées. Et notamment, tu vois, quand tu parlais des mauvaises rencontres et des trucs, il y a une rencontre qui, à la base, n'est pas une mauvaise rencontre, mais il y a une différence de statut entre les personnages qui va en amener certains à de coupables extrémités. Comme vous n'avez pas vu le film, vous ne comprenez pas ce que je dis, mais c'est très intéressant quand même. Ça m'a un peu rappelé d'ailleurs Signe, cette idée de, alors dans un genre très différent et beaucoup moins bien, mais cette idée d'une apocalypse qui arrive et on va l'expliquer à échelle très humaine. Et d'ailleurs très souvent, je trouve qu'il y a une source de tension très maligne dans le film, souvent dans ces grands divertissements catastrophes, dans ces destruction porn, on va dire les éléments catastrophiques sont performatifs, c'est-à-dire que si on fait tomber une météorite, c'est pour la faire tomber sur Paris, pour faire un super plan, un money shot, un machin. Là c'est pas possible, mais du coup ils optent pour un autre truc que je trouve très fort, c'est que très souvent dans le film, au loin à l'horizon, on aperçoit une météorite qui tombe, ça fait un bruit terrible, mais ça touche pas nos héros, ils sont pas en danger, ils sont pas machin. C'est pas encore une fois, pas une performance ni d'effets spéciaux, ni de grands spectacles, mais c'est créer une tension et nous dire que en permanence, pendant le film, des gens meurent et le monde se délite. Alors à côté de ça, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est vraiment pas Armageddon. On peut le rapprocher d'un Deep Impact dans l'envie de se rapprocher des personnages avec
le côté noir quand même de ce qui leur arrive, inéluctable et Ou terrible. Those Final Hours. Oui, c'est plus 10 Final Hours d'ailleurs que Deep Impact dans l'échelle globale de la catastrophe. Donc faut pas y aller en se disant qu'il va y avoir de la destruction, de la satisfaction, hein, soyons honnêtes, de tout plein de trucs qui pètent. Il y a des scènes où des choses explosent, brûlent et tout ça, mais c'est quand même... C'est très court, c'est très simple et on sent que c'est quasiment dispensable dans le scénario, dans le sens où c'est des péripéties qui sont rajoutées parce que il faut bien remplir le cahier des charges, mais c'est pas en ayant ça en tête qu'il faut aller voir le film parce que ça, à mon avis, c'est le meilleur moyen d'être déçu et de pas fonctionner ou accepter le défi, le truc de tension à la guerre des mondes. Mais je serais curieux de savoir dans quelle mesure la post-production du film n'a pas été affectée par pandémie, confinement, etc. Parce qu'il y a 2-3 plans dont j'étais très surpris du rendu, notamment un moment où il est sur un toit à l'extérieur, où vraiment le ciel, je me suis dit genre, ah mais non, mais ça, moi j'avais ça sur Windows XP. Mais ce projet, il est intéressant pour faire une petite parenthèse sur la jeunesse, c'est qu'à la base, il a été annoncé avec Chris Evans, qui est donc Captain America, superstar, donc ça aurait sûrement fait exploser le budget, et Neil Blomkamp, qui est donc le réalisateur de District 9, Chappie et Elysium. Mais le projet a muté en cours de route, on est passé d'un film avec Chris Evans qui sûrement aurait coûté une bonne centaine de millions, à un film avec Gerard Butler qui a coûté 50 millions. Effectivement, moi j'imagine bien que ça a pu être écrit pour un personnage avec, on va dire, l'aura, le charisme et l'apparence de Chris Evans, mais du coup c'est très intéressant d'avoir Butler là-dedans, et il le fait au premier degré, il l'assume assez bien, et je trouve que ce côté, c'est un papa, ouais, on sent que c'est un type un peu rustre, un peu bourrin, mais je veux dire, c'est pas un mec qui se lève le matin et qui va cracher du napalm pour le petit-déj, quoi. Et c'est très amusant de comparer à Geostorm encore une fois, parce que la dernière fois qu'il a essayé de sauver le monde, c'était Geostorm, et il a perdu le cinéma, et il jouait aussi un père de famille en conflit avec sa femme, avec un gamin, enfin des tensions, les trucs classiques hollywoodiens banals qu'il y a évidemment dans Greenland, mais il y avait toujours sur le mode de l'humour, de la petite punchline de merde et tout. Alors évidemment, il y a un truc très puritain qui est étalé dans quelques scènes qui donnent vraiment envie de lever les yeux au ciel tellement c'est ridicule, mais globalement le film il est Faut plutôt pas tromper sur... sa femme, Geoffrey. Faut pas tromper sa femme, c'est pas bien. Et c'est bien de le redire après en fin du monde en disant je suis désolé, c'est ma faute. Non, c'est la tienne. Non, c'est la tienne. Non, c'est la mienne. Et bon là, ça c'est vraiment nul. Mais globalement, le film, il évite ses écueils, les moments très nuls et très poussifs hollywoodiens, et il regarde vraiment ces gens normaux qui réagissent de manière à peu près normale, qui ont peur comme des gens normaux, qui essaient de fuir comme des gens normaux. Et c'est là le meilleur côté, ce qu'il emprunte à la guerre des mondes, même si c'est beaucoup moins bien, c'est que c'est des gens qui n'ont aucune autre option que de fuir, de se barrer parce qu'ils ont peur, ils essaient de réagir et pas agir. Et c'est assez, en tout cas pour l'empathie et l'attention, ça marche vraiment super bien. Et encore une fois, Gerard Butler, c'est bizarrement un de ses meilleurs rôles depuis un petit moment. Le film, voilà, ne recule pas devant le fait que la majorité des gens vont mourir et la majorité des gens meurent. Ceux qui n'arrivent pas à embarquer dans tel avion, ceux qui loupent tel bateau. Et ces moments où on voit Butler qui voit des gens rester à quai, enfin qui constate le délitement du monde autour de lui, c'est des moments qui sont assez beaux, je trouve. Ah, le premier qui m'a déjà un peu pris au trip, alors que pourtant c'est une grosse recette hollywoodienne, c'est le moment où leur premier départ. Tu sais, il y a une scène qui est pourtant hyper basique, hollywoodienne, enfin les conflits on les voit venir et ils sont évidents. Mais ça marche très bien parce que tous les acteurs sont super bien. Il est avec Morena Baccarin qui est super bien, qui joue sa femme, et qui a pareil un rôle très simple, très classique, et c'est pas dans un truc de antisexisme absolu où c'est une warrior, c'est pas non plus un cliché de mère, toute petite chose. C'est juste quelqu'un de normal, quoi, avec plein de défauts, plein de problèmes, dans le cadre très rigoureux, encore une fois, hollywoodien. Mais tout le monde s'en sort très bien. J'ai l'impression que tout le monde a conscience que c'est très classique, mais que personne n'essaie d'aller au-delà, que tout le monde en a conscience et tire le meilleur de ce qu'il a. Et donc ça donne un film qui est assez modeste, mais qui est vraiment très efficace et très simple, mais dans un sens de pureté dramatique et narrative. Tout à fait. Même dans la mise en scène, ça se voit. C'est-à-dire que la mise en scène du film, on peut pas dire qu'elle a énormément de style ou de personnalité, mais je trouve qu'elle est d'une lisibilité, d'une clarté continue. Même les moments où il y a de la foule, où ça s'excite, où ça machin, tu comprends toujours ce qui se passe, tu comprends toujours où est l'action, quel est l'enjeu, où sont les personnages dans l'espace, ce qui est pas évident. Moi je pense à la grande scène sur le tarmac où ils sont dispersés sur quelques centaines de mètres et où il y a une foule, donc c'est pas évident à raconter spatialement. Et c'est très clair. Alors voilà, encore une fois, attention, hein, c'est pas du Terrence Malick, vous allez pas vous dire oh là là, quelle est belle la photo. Mais concrètement, c'est, encore une fois, comme tu le disais, c'est narré avec soin et rigueur. Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. Donc vous l'aurez compris, Greenland c'est vraiment très sympa. Ça casse pas de 3 pattes à un canard, c'est pas le film catastrophe ultime, c'est pas un giga budget, mais pour quiconque a envie d'une ration de stress, de tension et d'un truc bien raconté, bien ficelé, c'est vraiment à ne pas refuser. En plus, ayons en tête que cet été il y a peu de blockbusters qui sortent, il y a que Tenet à la fin d'année, ça c'est un mi-blockbuster, donc c'est un petit plaisir, pourquoi se le refuser franchement? Ah, il faut pas. Voilà, cette vidéo se termine, on espère qu'elle vous a plu, que vous aurez envie de la commenter, de la partager, de nous dire tout le bien ou le mal que vous pensez du gros Gerard Butler et du gros stéroïde qui fonce sur la Terre. En attendant, on vous dit à très bientôt.